Bonsoir à tous, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour une nouvelle édition de Le Grand Soir. Vous êtes naturellement sur la chaîne de proximité de Vivre Ensemble. C'est Info TV ce soir. On ira dans les kiosques et vous constaterez justement que l'actualité est abondante autour des décrets signés par le président de la République portant en promotion de nouveaux généraux au Cameroun, mais également la sortie du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, sur la situation exacte du président Paul Biya. On ira dans les kiosques, mais on poursuivra notre série ouverte depuis hier et qui questionne justement les profils et les actes de nos municipalités pour asseoir le développement. Ce soir, on l'a promis depuis hier, on va interroger les profils. Sont-ils le gage du développement local? Est-ce qu'il y a à questionner le profil de nos élus locaux, maires, députés et autres pour pouvoir obtenir ce développement tant recherché? Les arguments déjà avancés par les uns et les autres depuis hier portent sur l'État qui ne donnerait pas suffisamment de moyens à nos communes. Les communes sont asphyxiées, les 15% sont portés disparus. C'est bien difficile d'évoluer et de fonctionner lorsqu'on est maire. Mais au-delà de ces observations, est-ce qu'il faut également aller rechercher sur la qualité des profils de nos élus? On va ouvrir l'antenne comme hier déjà pour recenser vos points de vue là-dessus. Nos invités sont déjà sur le plateau. On aura d'autres à travers le téléphone. Ils n'ont pas pu faire le déplacement du siège d'Info TV, mais ils vont participer à ce programme par téléphone. Accueillons monsieur le directeur de publication de Direct Info, Samuel Bodjok. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous les millions ou milliards de téléspectateurs d'Info Télévision. C'est toujours un plaisir d'être là. Merci pour l'invitation. Vous m'avez pratiquement fait sortir de la maison. J'étais un peu souffrant depuis quelques jours, donc merci que ça commence à aller. Et je profite pour saluer quelques personnalités. Vous savez, on ne parle pas beaucoup de certains jeunes qui brillent par une expérience, une expertise. Je salue comme ça les jeunes médecins formés à l'Université des Montagnes qui est située à Banganté. Il y a des cuvées qui sortent de là, vraiment avec des expertises avérées. Je profite pour saluer deux de mes petits frères, le docteur Nana Desmond, qui est en service aujourd'hui au CHU de Grenoble en France, sorti de l'UDM. Sorti de l'UDM, effectivement. Oui. Il est à Grenoble en France en tant que médecin interne au CHU. Je salue également le docteur Christian Bichoka, des jeunes de moins d'une trentaine qui sont déjà des médecins de très haut vol. Lui, il est docteur Christian Bichoka, lui, il est en service à l'hôpital de l'aéroport du côté de Douala. Ils sont de plus en plus jeunes qui prennent véritablement le chemin de l'expertise, et bientôt les spécialisations sont en cours. Et je salue également l'un de mes fils, le docteur Bidjogo Atangana, fils Gabriel Bidjogo, parce qu'il y a le père qui est également professeur Gabriel Bidjogo, administrateur directeur général de Adluchem, son fils docteur Gabriel Bidjogo Atangana, que j'ai rencontré dernièrement à l'ambassade de France. Il rentrait d'une spécialisation de ce côté. C'est l'un de mes fils avec lequel on a cheminé. Je les ai enseignés il y a beaucoup d'années. Vous savez, avant de porter la casquette de directeur de publication, on a fait, quand on était étudiant, des cours de répétition, des vacations dans des collèges du côté de Douala. C'est comme ça que j'ai encadré, j'ai eu la chance d'encadrer ces jeunes qui sont aujourd'hui docteurs et qui est allé en spécialisation pour préparer son agrégation. Je profite pour les saluer et dire que la jeunesse est véritablement en train de prendre la relève. Il faut véritablement que les vieux se positionnent bien. C'est une bonne nouvelle. Toutes nos félicitations pour ces médecins, toutes nos félicitations pour l'encadrement et surtout merci pour le respect parce que malgré ces difficultés de santé, vous avez respecté Info TV et les téléspectateurs d'Info TV pour être là ce soir. Yvan Dylan Mollet, vous êtes le président national du Conseil national des patriotes et civiques du Cameroun. Bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Bonsoir aux différents membres du Conseil national des patriotes et civiques du Cameroun. C'est un parti politique? Non, c'est une organisation de la société civile, un mouvement jeune. Bonsoir, un bonsoir particulier. Tout à l'heure, nous allons parler des profils locaux. Il y a des jeunes qui se démarquent
dans la Léké, nous avons un jeune à ça, Ngali Moni, Serge Njana et Salah. Bonsoir particulier à Serge Njana. Il se démarque, il fait donc quoi? Il œuvre beaucoup pour la population. D'accord. Il fait des actions qui sont vraiment concrètes. Et par ma voix ici, j'exhorte qu'on voit dans quelle mesure le soutenir pour les municipales qui arrivent. Il va être candidat? Un bonsoir. Il est du RDPC? Il est du RDPC. Ah d'accord. Un bonsoir. Le message est passé. Un bonsoir. un bonsoir au maire de la ville de Douala, le docteur Roger Mbassa Diner, et au grand conseiller à la communauté urbaine de Douala, Roger Samuel Massouma. D'accord. Le jeune de ça, il s'appelle comment, vous avez dit? Serge Njana et Salah. Serge Njana et Salah. Ngali Moni. Qui veut être Ngali Moni. C'est le petit nom. Son petit nom. Dans Moni, il y a l'argent. Il y a l'argent. Donc il a l'argent. Ça veut dire qu'il aide beaucoup. Il est généreux. Ah non, parce que dans la Léké, il est Moni, il est généreux. Qui est derrière lui? Il est généreux. Ça veut dire qu'il peut avoir le soutien. C'est la question. Qui est derrière lui? Pour qu'il ait un jeune d'argent à son jeune âge. C'est un jeune qui se bat. Allez, on le salue du côté de ça. On va saluer également un jeune de la Léké qui est très dynamique, Ambroise Awono, le directeur de publication de Grand Angle, promoteur du Maradel, le marathon de la Léké, voilà, qui est dans quelques jours, entre Monatélé et Bebda. Voilà, je crois qu'on ira là-bas. On était à la première édition de Bachenga et Obala. On va aller l'accompagner pour cette seconde édition du Maradel. Et on salue les élites qui l'accompagnent, qui le soutiennent. Sa Majesté Essoua, le ministre Yébéa ici et tous les autres qui soutiennent cette belle initiative du côté de la Léké. Vous voyez qu'il y a des jeunes dans la Léké qui se battent. Vous êtes de la Léké aussi? Je suis de la Léké. Vous avez plus salué Mbassa Dine, vous n'avez pas le maire de... Vous Charlie Jaguar. Non, aussi, Touna Francis Gaël, c'est... Donc le petit nom, c'est quoi? Charlie Jaguar. Charlie Jaguar. Il y a les faux là, il y a les jeunes qui font plus ça. Monsieur Robert Dobala, qu'on salue également. Et on accueille Simon Mutsengue. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à nos millions de téléspectateurs. C'est pour moi un plaisir d'être de votre ce soir. C'est aussi un plaisir pour moi de sensibiliser davantage le patronat et davantage les PME et les PMI. Parce qu'aujourd'hui l'État a fait fort, du moins l'État et dans son entièreté l'Afrique, parce que 53 États africains ont dû négocier l'ouverture des marchés chinois. C'est-à-dire que 9 produits, par exemple, au Cameroun, ont un accès libre, sans taxe de douane, sans rien, sur un marché de près de 1,4 milliard d'habitants. Et donc, naturellement, avant cela, le président de la République avait négocié les APE que certains ont critiqués, mais qui donnaient accès à pratiquement 450 millions de consommateurs aux PMI camerounais. Je crois qu'en ce moment précis, le président a dû améliorer un certain nombre de choses, notamment au niveau du laboratoire national d'expertise du médicament, qui accompagne les PME dans le sens de bien normer, ou du moins ils appellent ça comment? Ils appellent ça certifier, de mieux certifier les produits pour que ces produits aient accès à des marchés internationaux. Et le Mincommerce qui aménage des grands marchés. Je crois qu'en ce moment précis, l'heure n'est plus à la blague, l'heure est à capter cette niche d'opportunités et de devises. Vous savez que les pays africains ont besoin de devises et des grands marchés comme cela, le marché européen, le marché asiatique, sont des grandes niches de devises. Je crois qu'il faut sensibiliser ces promoteurs de PME et PMI, de sorte qu'on envahisse le grand marché. Le Cameroun a beaucoup de choses à promouvoir, beaucoup de choses à partager. Nous pensons que en temps normal, les choses pourraient aller mieux. Donc, il faut entraîner comme ça tout le monde des médias à pouvoir porter cette cause nationale, de telle sorte que si ensemble nous portons cela, je crois que nos capitaines d'industrie et autres vont envahir ces grands marchés-là. C'est ma doléance de ce soir. D'accord, le message est passé, la doléance est
fort importante et opportune autour justement de ces offres et ces possibilités. Il faut se mobiliser, il faut toujours écouter les bonnes informations pour pouvoir être bien orienté. En matière d'information, on aura tout à l'heure notre revue de presse. Info TV, on vous permet de ne rien louper du tout, avec une moyenne de 3 revues de presse par jour, à Décollage, Espace Miné, et puis le Grand Soir, pour que vous ne loupiez pas. D'ailleurs, les directeurs de publication peuvent déjà commencer à anticiper avec les titres qui paraîtront demain. On peut déjà les avoir au Grand Soir pour déjà donner les orientations à DP. Prochainement, très bonne initiative. Préparer, on aura les unes de la journée et puis celles de la journée à venir du lendemain. Ce sera très intéressant. En tout cas, on vous offre cette autre possibilité. Viens, Andrea, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques Zeu, bonsoir à tous vos invités et merci de m'accueillir une fois de plus sur votre plateau. Voici Samuel, le DP de Direct Monsieur, Info. bonjour, Samuel. Voilà, que vous connaissez très bien. Oui. Yvan Mollet, que vous ne connaissez pas encore. Pas encore, mais désormais je le connais. Voilà, Yvan, et puis vous connaissez Simon. Oui, Monsieur Mitiengue, bien sûr. Vous connaissez très bien. Vous savez que j'ai flirté avec votre plateau à un moment et que j'ai eu la possibilité de rencontrer tous ces grands penseurs qui nourrissent le débat au Cameroun, qui éclairent le débat dans notre pays. C'est un plaisir pour moi de partager le même plateau que ces grands, ces grands frères, ces aînés. Ils vont te suivre attentivement et puis à la fin ils réagiront relativement à quelques sujets qui auront retenu leur attention. On commence par quoi? Et donc soyez très attentifs, très chers téléspectateurs, mais également vous en studio. Bonsoir une fois de plus. Eh bien, les journaux de ce soir accordent justement une large place aux déclarations du ministre de la Communication sur le séjour du chef de l'État à l'étranger et reviennent également sur ces mouvements enregistrés. Voilà, les mouvements enregistrés au sein des forces de défense, les préoccupations sécuritaires, mais également ces investissements dans le secteur de l'énergie. Et nous ouvrons donc avec le journal que vous avez à l'écran en ce moment, Info Matin de Dieudonné Mveng, qui ouvre le dossier justement, qui domine les unes, comme je l'ai dit. Info Matin fait donc sa manchette sur cette déclaration de René Emmanuel Sadi. Le président Paul Biya est en vie et n'a pas démissionné. Dans un entretien accordé à RFI le 3 août, le ministre de la Communication précise également que le Conseil constitutionnel ne s'est prononcé sur aucune vacance du pouvoir et annonce un retour imminent du chef de l'État au Cameroun. Et dans le même registre, le détective titre « Le président Paul Biya est en vie et il va bientôt rentrer au Cameroun ». Le journal révèle le caractère exceptionnel de cette sortie médiatique du porte-parole du gouvernement venu rassurer l'opinion publique sur le séjour du président à Genève et sur le fonctionnement régulier des institutions. À l'inverse, l'intégration adopte un regard un peu plus critique et titre « Bref séjour privé, Paul Biya comme un serpent de mer ». Le quotidien revient sur les nombreuses interrogations suscitées par cette absence prolongée, près de 2 mois après le départ du chef de l'État pour l'Europe, malgré les différentes communications officielles. Autre sujet largement commenté dans les journaux aujourd'hui, la récente décision prise au sein des forces de défense. Cameroun Tribune ouvre donc à son tour le bal et annonce la promotion de 5 nouveaux généraux. Le quotidien public retrace le parcours des colonels élevés au grade de général de brigade par décret présidentiel. De son côté, Mutation parle de décret armé depuis Genève. Le journal d'État et les nouvelles responsabilités confiées à plusieurs officiers supérieurs, parmi lesquels le général Hippolyte Ebaka, nommé numéro 2 de l'état-major des armées, Raymond Jean-Charles Beko à Bondo, maintenu à la tête de la garde présidentielle, et Mesma Elundu, désormais directeur central du secrétariat d'État à la Défense. Pour le Messager, ces nominations traduisent, n'est-ce pas, une véritable restructuration de l'appareil militaire avec une réorganisation des postes stratégiques au sein des forces de défense. Et on peut dire que c'est une même lecture dans le journal Le Témoin qui affiche en une mon général. Le journal estime que cette série de promotions redessine progressivement les équilibres de la haute hiérarchie militaire. Pendant que l'actualité institutionnelle retient l'attention d'autres journaux, ramène donc le débat sur
les réalités du terrain. Et naturellement, l'œil du Sahel s'intéresse donc à la situation sécuritaire dans l'extrême nord. Le journal fait état de 72 civils tués et de 308 personnes enlevées entre avril et juin 2026. Un bilan qui témoigne de la persistance des menaces dans cette partie du pays. La question de développement occupe également une place importante dans cette livraison de la presse pour ce soir. Eh bien, la météo que Gérard Dieudonné revient sur la visite de travail du ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elundou et Somba sur les chantiers d'extension du poste des Combité en Balmayo et de construction du poste 90/30 KV de Mpang. Le ministre a donc demandé aux entreprises d'accélérer les travaux afin de respecter les délais contractuels. Et dans la même dynamique, l'avenir met donc en avant ce qu'il qualifie de bulldozer Elundou et Somba, saluant ainsi les efforts entrepris pour renforcer les infrastructures de transport d'électricité dans la région du Sud. Avec la République, nous soulignons l'importance de ces investissements dans la modernisation du réseau électrique national et surtout leur impact attendu sur le développement économique du Dja et l'Obo. Sur le plan économique, avec le prochain journal Défi actuel consacre sa une à l'évasion de l'or. Le journal révèle que le ministère des Finances a donc engagé des opérations de redressement fiscal et douanier afin de récupérer les recettes perdues dans le secteur orifère en raison des sous-déclarations et des défauts de déclaration. Un mot également en sport pour refermer cette revue de la presse. Le jour de Aman Mana met donc en lumière l'exploit de Gabriel Aboudi Ongene qui devient la première internationale camerounaise à disputer 8 phases de finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Il faut dire que le quotidien évoque également en bas de une le programme d'immersion des étudiants sur les chantiers publics mis en œuvre dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de l'Enseignement supérieur et une entreprise chinoise. Et voilà, c'est la fin de la revue de la presse pour ce soir. Merci de votre aimable attention, chers invités. Et vous également, à la maison. Gabriel Aboudi Ongene, si elle était dans l'armée, elle serait générale. Le 8 Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai quand même que c'est beaucoup. Général. C'est beaucoup. Dans tous les cas, elle est là dans le groupe qui est qualifié pour le second tour déjà de cette Coupe d'Afrique des Nations en attendant le dernier match face au Cap Vert. Oui, c'est déjà bien de cette performance-là. On espère que ces trophées qui nous a toujours fui, parce qu'on a joué quand même plus de 2 finales, hein, y compris celle de Yaoundé qu'on a perdu face à nos bourreaux. 3 finales. Face à nos bourreaux de toujours le Nigeria. On espère que cette fois-ci, on va l'amener ce magnifique trophée au Cameroun. Merci Viviane. Merci à vous. Il faut leur dire comment tu fais pour gagner les trophées chaque jour. Je crois que c'est mieux de demander aux organisateurs. Hein. Je n'en sais rien. On ne fait que notre travail. Hein, voilà. Et puis, je crois que les efforts sont vus et appréciés. Et du coup, voilà, beaucoup souhaitent nous féliciter en nous donnant des prix, voilà, des trophées. D'accord. Voilà, c'est mérité. C'est mérité. Merci. Rendez-vous demain dès 6h et quelque chose. Oui, vous serez là, hein, voilà. 6h45 pour vous, avec la revue de la presse que vous avez retrouvée avec beaucoup de joie. Et ça nous fait également plaisir. Un retour aux sources. J'ai beaucoup de beaux messages pour vous. Les téléspectateurs et surtout les téléspectatrices sont très, très... Ça veut dire qu'elles aiment l'actualité. Elles aiment la presse camerounaise. Peut-être la personne qui... Elles aiment la presse camerounaise. C'est bien, le DP. Surtout la téléspectatrice. Oui, ça veut dire qu'elles aiment la presse camerounaise. Bravo DP. Vous voyez, les Camerounaises, c'est ce que vous faites. C'est notre honneur, tout notre honneur. D'accord. Je voulais également dire que beaucoup de téléspectateurs aiment bien voir Viviane Andrea à travers le petit écran. Moi, j'en connais un du côté du Bagno. Qui ne se porte pas très bien quand même. À chaque fois qu'il voit Viviane Andrea, il ne manque pas de me faire un petit testo pour te dire, pour me vanter les éloges. Je lui dis, mais il faut envoyer le message à Viviane. Ça veut dire qu'il aime l'animation, il aime l'animation. L'animatrice. Donc les trophées ne sont pas gagnés au hasard de toute façon. Il y a plein d'autres trophées qui sont gagnés en offre. C'est-à-dire, il y a des trophées en offre.
Il fait partie d'un trophée, c'est-à-dire que il vous adule, il m'envoie des il me dit n'a pas le numéro de téléphone. Vous l'appelez comment? Mombo? Bon, c'est un administrateur civil. C'est un administrateur civil principal. C'est un préfet. C'est un préfet. Oui. Il est vraiment fasciné par Viviane André. À chaque fois qu'elle passe à l'écran, on va dire bonsoir, monsieur le préfet. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, Mombo. Fidèle téléspectateur. Il faut le maintenir. Tu l'as fidélisé, d'ailleurs. Il faut le maintenir. Fixé, d'accord. On se retrouve demain et puis à demain. en soirée. À demain, Pour le grand soir, merci. Alors, on revient à la presse. Monsieur le directeur de publication, quelle une? L'actualité qui a marqué cette journée, ce sont les décrets. Vous savez, tous nos regards sont fixés vers Genève aujourd'hui. Et quand quelque chose sort de là, ça doit nous interpeller. Maintenant, l'armée a été réorganisée. Je crois que le temps est donné. Les supputations peuvent s'arrêter pour un temps et puis... Les supputations allant dans quel sens? Allant que le président ne travaille pas. C'est le président qui ne travaille pas, c'est le président qui est vacant, c'est le président qui est presque invisible. Donc on voit quand même que... Et j'espère que après ces mouvements, il faut que la cadence suive, parce que là... Il y en a qui disent qu'on ne l'attendait pas là-bas. Oui, effectivement, on ne l'attendait pas là-bas. Vous savez, là où on attend le président, c'est pas toujours là où il vient, mais on espère qu'il est en train de venir vers là où on l'attend. Et on espère qu'il va accélérer la machine, et son retour imminent annoncé par le porte-parole du gouvernement peut également nous rassurer de ce que l'avenir risque d'être très bouleversant pour certains. Mais on veut quand même voir de nouveaux visages, hein. On voit les mêmes qui sont là, les mêmes qui tournent autour des chaises, des chaises de pouvoir. On veut voir de nouveaux visages. C'est vrai qu'il y a un militant du RDPC sur un plateau qui a dit que vraiment on attend cette affaire-là. C'est vrai que et on lui a dit IB, que tu souhaites qu'on enlève qui alors? Voilà, on va enlever personne et on veut ajouter personne. Donc de toute façon, ce qui nous inquiète, c'est qu'on voit les mêmes personnes. C'est vrai qu'ils sont promus, ils évoluent, mais on veut voir de nouveaux visages. Peut-être pas au niveau de l'armée, là-bas c'est la discipline. Ouais. On respecte l'évolution des grades et des galons. Mais dans les fonctions civiles, on veut également voir de nouveaux noms. Et c'est pour ça que la thématique de ce jour est également très intéressante. Donc c'est déjà un acte qui montre que le président effectivement travaille. Qu'il peut travailler partout où il est. Oui, et espérant que ces décrets sont des vrais décrets. Ne ramenez pas le dos. Non, parce que les décrets qui étaient faux, qui étaient déclarés faux, jusqu'à présent ne sont pas encore élucidés. C'est-à-dire qu'on a ouvert une enquête. L'enquête, on ne sait à quel niveau. Mais en même temps, d'autres décrets sortent et ces autres décrets sont vrais. Donc, il faut bien que on boucle déjà avec la même signature, avec les mêmes sceaux. Il faut bien qu'on nous dise à quel niveau est-ce que les anciens décrets déclarés faux étaient véritablement faux et que ceux-ci sont vrais. Ça, il faut également accélérer les procédures au niveau des enquêtes sur cette affaire-là parce que on commence à douter de la qualité de la signature qui est parfois tremblante. Et autres, certains justifient même le fait que bon, elle doit même trembler. C'est même normal. Ça veut dire que c'est effectivement la signature authentique. Donc, si elle n'est pas tremblante, vous avez donc trouvé des subterfuges, mais nous savons quand même que l'authenticité de la signature n'est pas tremblante. Bon. On certifie les signatures. Nous qui avons eu les parents de 85 ans, on a vu quand même comment la signature a changé un peu. Il faut donc qu'on certifie ces signatures. De toute façon, parce qu'on sait quand même que les hautes personnalités doivent avoir des signatures déposées auprès des administrations responsables des certifications des signatures pour prouver l'authenticité. En tout cas, personne n'a dit que c'était faux jusqu'à présent. Bon. D'accord. Félicitations aux généraux. Félicitations aux généraux, surtout que j'ai un de mes proches qui est promu. Et tu t'amuses comme ça si on Non, mais il était déjà quelque chose dans la République avant de devenir ce qu'il... Bon. Donc, de toute façon, on n'a pas changé grand-chose, mais là où on attend le changement, c'est à ce niveau où nos regards sont fixés. Et le président n'est pas encore là. L'armée, c'est la grande muette. On ne parle pas de ces choses-là. On parle des choses des civils. C'est ça qui nous intéresse. Quel sujet développé par la presse? Il y a eu la une d'info matin qui
a rappelé les propos du ministre de la Communication, René Manuel Sadi. met fin à tous les indices et tout ce qui s'est dit autour de l'état de santé du président de la République. Vous pensez qu'il a réussi à mettre fin à tout cela? Bon, pour ceux qui ne veulent pas, ça les engage, mais il nous a rassuré que le président de la République est en vie et est bien portant, il travaille étant à Genève. On ne peut que se contenter de ça. Pourquoi tirer encore de long à l'âge? Nous ne sommes pas là-bas. Si la Même lui n'est pas là-bas. Si la personne habilitée de parler a parlé, on ne peut que s'en tenir. D'accord. Mais le sujet mérite d'être évoqué quand même. Cette sortie du ministre René Manuel Sadi sur Radio France Internationale, lui le PCA de la CRTV, qui choisit d'aller s'exprimer là-bas. Ça suscite comme ça crée un débat. Naturellement, ça crée un débat parce que c'est encore une forme d'indignation que nous, le peuple camerounais, nous faisons face chaque jour. Il est hors de question qu'à chaque fois, c'est quand Jeune Afrique écrit, c'est quand RFI parle, que cela crée de l'engouement, ou bien à chaque fois qu'un ministre veut s'exprimer, il court vers Jeune Afrique ou il court vers RFI. Vraiment, il faut qu'on arrête ça, que la colonisation, on parle de colonisation des mentalités, il faut qu'on arrête ça et qu'on va dans quelle mesure sortir de là, comprendre qu'on a une chaîne publique. En plus, il est le PCA de cette chaîne-là. Pourquoi ne pas venir ici à Info TV pour faire une sortie? Est-ce que ça n'aura pas le même écho? Est-ce que les Camerounais ne vont pas recevoir le message? Pourquoi aller toujours à RFI? Pour faire une conférence de presse comme d'habitude. Il faut vraiment qu'on arrête ces façons de faire. C'est quand même un choix. On l'a vu, la CRTV un peu embarrassée hier. Elle fait le journal de 20h30 et discuter cette sortie, voilà. Venir commenter cette sortie ailleurs. Alors qu'il aurait pu faire cette sortie à 2 ou 3 pas de ce côté, mais Info Matin revient sur l'essentiel. Le président Paul Biya est en vie et n'a pas démissionné, il n'y a donc pas un débat sur la vacance à la présidence de la République. Simon Mutsenge, quel sujet? Quelle une? Je parlerai du sujet de Info Matin, qui justement revient sur la sortie du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Je voudrais noter que, pour ma part, c'était tout à fait normal. Il faut savoir une chose, c'est qu'il faut d'abord questionner le pourquoi il est allé à RFI. Ça pouvait être un droit de réponse. RFI a traité de ce sujet avant, certainement, et je suis sûr qu'il en a traité avant. Et maintenant, s'il y a des choses qui ont été erronées... on a traité. Sauf que vous n'avez peut-être pas traité sous l'angle de Jeune Afrique ou de RFI. Et donc, de ce fait, vous savez très bien, vous êtes journaliste, vous savez très bien que si vous traitez un sujet qui peut heurter et qu'un certain nombre de contre-vérités ont été dites, la personne, ou du moins l'institution qui a été heurtée, a cette possibilité d'exiger un droit de réponse dans les mêmes antennes. Je pense que ça peut être cela. Je n'ai pas idée. Surtout parce que le droit de réponse a une procédure. On n'a pas indiqué à RFI que c'était un droit de réponse. Je voulais dire que le droit de réponse se tient dans le même format, la même tranche. On a non plus dit. On a non plus dit que c'est une droit de réponse. On a l'obligation. On a l'obligation dans le cadre d'un droit de réponse. Ce que je sais quand même, c'est que ces chaînes-là, notamment les chaînes étrangères, notamment RFI, Jeune Afrique, peut-être dans une moindre mesure France 24, traitent beaucoup du séjour du président de la République à l'étranger. Et donc de ce fait, notamment le ministre de la Communication a jugé utile dans les mêmes médias également de réagir pour équilibrer l'information. Nous avons suivi les confrères de CRTV, traitent l'information comme elle devrait se traiter au Cameroun pour rassurer et pour donner la bonne information. Mais ce n'est pas le cas de certains confrères. Et donc, les institutionnels sont plus portés à permettre un équilibre de l'information de ce côté-là. Donc je pense que on ne... le MINCOM n'a pas vu que depuis un certain temps, le messager fait un décompte en criant que c'est trop. Attendez, c'est trop. 58 jours, c'est trop. C'est pas un problème. On ne répond pas. Qu'est-ce que vous voulez dire commutation? En fait, ça veut dire que le droit de réponse aurait été plus facile de répondre au messager également que ce n'est pas trop. Ça me suit pas.
RDPC a sa manière de faire nous pensons que ne me fais pas ce procès. Non, ne me fais pas ce procès. cherche Ce à qu'il faut quand même détonner. noter ici, c'est quoi? C'est que ces médias ont un large spectre d'action. Ça, il faut le savoir, c'est-à-dire que c'est un large spectre d'action et donc l'information qu'ils peuvent diffuser est un large spectre de diffusion que peut-être un média, je ne l'ai pas. Et la cible, c'est la cible. Attendez, la cible. Attendez. Si, Jean-Jacques, il y a le mot kilométrique. Disons une chose. Oui, il y a le mot kilométrique pour nous qui traitons l'information. Il y a le mot kilométrique, ça c'est vrai. Maintenant, mais celui qui reçoit l'information, il faut savoir que des informations comme celle-là peuvent amoindrir l'afflux des investissements. Si on se rend à cet instant compte que la tête du pays, il y a amplement la tête du pays, et bien ça peut. Si on avait une communication en jeune Afrique quelques jours avant, on pouvait bien revenir dans un média local. Je comprends les confrères, je comprends que naturellement, bon, il faut demander les. Est-ce que c'est fondamentalement une question de confrère? Non, il faut demander les interviews. Qui est en même temps écoute RFI, mais regarde la télévision locale du matin au soir. Est-ce que Info TV, est-ce que Direct Info, est-ce que vous avez fait la même démarche que les autres? Avez-vous demandé une interview au Mincom, il n'a pas accepté de le faire? Ah d'accord. Oui, bien sûr, mais c'est vous. C'est aussi à nous de chercher l'information. Non, ne lui faites pas ce procès. Ce que vous devez faire pour aider votre camarade, c'est de lui dire que je n'ai pas besoin de patriotisme. Non, je n'ai pas besoin. Vous savez très bien que Direct Info n'a pas demandé d'interview. Parfois, on ne demande pas, mais on nous a mais si vous avez besoin d'informations, de clarification, vous l'appelez aussi. C'est aussi ça. On a fait des débats qui ne sont pas allés dans un autre sens que celui développé par exemple. Nous pensons que le vrai, en fait, c'est là où je rejoins la une dont je parlais tout à l'heure, la une d'Info Matin, qui est restée dans l'essentiel. C'est-à-dire, le président de la République n'a pas de problème, il est en séjour privé, il rentrera d'un moment à un autre, il rentrera sous peu. Mais ce qu'on propose pour les médias locaux, c'est que après avoir parlé à RFI, que le ministre de la Communication fasse une conférence de presse comme d'habitude et qu'il parle donc aux médias locaux. Même dans quelques jours, c'est gratuit. Il peut le faire même demain. Il peut le faire même demain au vendredi. Et c'est gratuit. Le président Bolivia à son arrivée en grande pompe. Parce que souvent demandé des interviews. Non, là on est pas les interviews. Et pour l'importance de la question, pour l'importance de la question, dans les chaînes. Si vous avez besoin, alors demandez aux médias en ont besoin. Quand il y a les presse n'ont pas besoin d'une demande particulière. Moi particulièrement, demain ou après-demain, et que les médias viennent auprès de lui pour qu'il corrige les qui corrige les face à cette question. D'accord. Encore vous adressez un protocole d'interview à un membre du gouvernement, on a dit qu'on va se référer au Premier ministre qui généralement ne valide pas. Il ne valide pas. Généralement, il ne valide pas. Il y a 1, 2, 3 ou 4 ministres qui peuvent venir sur le plateau télé. Des fois, parce qu'ils se disent qu'il faut communiquer quand même. Parce que c'est l'expérience. Je parle d'expérience. Vous voulez que moi, 2, 3 fois, ne peuvent pas venir. Moi, 2, 3 fois, le tour n'a pas ils ont mais il faut dire que tu as le journal Action. Ce n'est pas le journal Action. Ce n'est pas le journal Action. Non, ce n'est pas le journal Action. Je ne voudrais pas faire la promotion d'un journal ici. Mais ce n'est pas le journal Action. C'est le journal de votre parti. Alors c'est normal qu'il soit ouvert. Accueillons Patrick Yédé, qui est le commissaire général à la communication du parti Jouvence. C'est ça le bon titre. Tout à fait. Commissaire général à la communication. C'est les galons. Hein. C'est les galons que le ministre avait interdit dernièrement là. C'est les galons, les colonels bientôt. Patrick. Merci Jean-Jacques. Bonsoir à vous. Bonsoir également aux co-discutants. Bonsoir aux millions de Camerounais qui nous regardent ce soir. Et un bonsoir particulier également aux militants sympathisants du parti Jouvence.
On a vu que le parti Jouvence fait des communications. Il y a même un spot qui passe sur Info TV, la parole du guide. C'est un déploiement qui précède, qui annonce votre implication aux prochaines élections? Oui, c'est un déploiement. Nous avons également pensé qu'il nous fallait aller au plus près, n'est-ce pas, des Camerounais. Nous savons l'impact qu'a le numérique au quotidien auprès des Camerounais. Nous avons donc opté justement pour cette forme de communication, les podcasts où le guide peut justement donner sa parole, notamment la parole du guide, donner sa position sur les différents sujets de l'actualité qui meublent l'actualité. Et je crois que ça reçoit un très bon écho de la part des Camerounais, qui d'ailleurs sont nombreux à émettre des doléances pour que le guide évoque d'autres sujets beaucoup plus prégnants. Et cela est en préparation, il y a les préparatifs pour ça qui sont en train d'être faits pour d'autres prochaines vidéos. Donc bientôt, le guide Valère Bessala. Voilà. Docteur Valère Bessala. Parce qu'il n'y aura pas de guide, le guide. On aura donc ces sorties sur plusieurs sujets à travers ces capsules-là. C'est très important pour communiquer, échanger. Un mot sur la revue de presse, quel est le sujet? Oui, je voudrais également faire mienne les unes évoquées ici par les co-discutants. Je m'appesantirai d'abord sur Info Matin. Oui. Sur la une d'Info Matin. Qui relaie les propos de René Emmanuel Sadji. Qui relaie les propos du ministre René Emmanuel Sadji. Ce que je voudrais d'abord dire, c'est que je trouve ça ubuesque, n'est-ce pas, d'aller sur un média étranger, d'abord, d'aller sur un média étranger pour communiquer sur un sujet qui concerne le peuple camerounais. Vous avez fort heureusement évoqué ici que le ministre est PCA de la télévision nationale, d'un média public. Il aurait été de bon ton, n'est-ce pas, que pour un sujet qui concerne le peuple camerounais, qu'il fasse une interview ou alors un communiqué presse à ce média-là, sur ce média-là, pour informer les Camerounais de ce que le président serait en vie ou est en vie et est en train de travailler. Donc je trouve ça vraiment dommageable pour le ministre de la Communication, parce que moi j'appréhende mal, faisons une petite sortie, j'appréhende mal que, par exemple, le président français, prenons comme ça, soit à l'extérieur et que, au lieu que le porte-parole de l'Élysée fasse une interview dans leurs médias publics, que le porte-parole de l'Élysée aille plutôt dans un média russe. C'est Africa numéro 1. Oui, peut-être c'est Africa numéro 1 pour dire que non, voilà, le président de la République, c'est même pas imaginable. Il est en train de travailler, c'est inimaginable. Donc, sur ce point de vue-là, de ce point de vue, le ministre de la Communication, pour ma part, s'y est mal pris. Il aurait été de bon ton de venir. Et puis, nous avons des médias tout aussi sérieux. De très forte audience. Tout aussi sérieux, oui, tout aussi sérieux que RFI. Et vous avez également relevé que dans certains villages, on n'écoute pas RFI, on ne lit pas Jeune-Afrique. Pensez que moi je vais écouter RFI. C'est la version numérique, là, quand même. La version numérique, quand Jeune-Afrique est sorti, le ministre de la Communication a fait une conférence de presse. Maintenant, le sujet est en débat à RFI, il faut encore faire une conférence de presse. Je crois que ce qui a été simple et que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a fait, c'était de réagir dans les mêmes centaines. C'était simple. Parce que la CRTV, il me semble, sauf erreur de ma part, me semble que la CRTV n'avait pas traité le sujet de la vacance ou du moins alors, ce qui est sûr, si le ministre avait fait cette sortie sur la CRTV, RFI l'aurait exploité. Tout à fait. Aussi. Est-ce que la CRTV, parce que c'est dans quel contexte? C'est-à-dire que il y a un débat. Je voulais dire qu'il y a un débat. C'est RFI qui a sollicité cet entretien-là. Mais bien sûr, bien sûr. Parce que, bon, même si c'était pas dans la démarche, non, j'ai pas dit ça, j'ai dit, il peut, avec que ce soit un droit de réponse, j'ai dit, je ne sais pas, parce que je n'étais pas dans les entourages du ministre, mais j'ai dit que, même dans la démarche journalistique, quand vous traitez un sujet sans confronter les sources, vous êtes obligé de les compléter. Et non.
RFI pouvait, dans la logique de compléter les sources, aller vers le ministre pour compléter. D'accord. Bien, comprenez simplement que c'est inimaginable. Et cela remet donc justement encore au goût du jour la vacance à la tête de l'État. Vous voyez un peu. Parce que... Et là, il a dit qu'il n'y a pas de vacances. Il y a certes... Enfin, se fondant sur les textes en vigueur. Oui, se fondant, et on sait tous que la révision constitutionnelle a fait en sorte que seul le vice-président puisse constater la vacance. Mais il n'y a pas de vice-président actuellement. Nous sommes dans un vide juridique. On fait comment pour constater la vacance du président? L'article 38 nouveau. Voilà. L'article 38, justement, l'article 38 ancien avait d'autres mécanismes. Oui, prévoyait d'autres mécanismes, mais aujourd'hui... Mais les textes qui sont publiés prouvent qu'il n'y a pas de vacances. Bon. Bah, les textes qui sont publiés, les décrets. Maintenant, on se souvient justement pour appuyer la deuxième, une que je voulais prendre sur les différents décrets qui sont justement publiés, les nominations des généraux. Et il me souvient qu'il y a un général qui a justement refusé d'aller en deuxième section. Il y a des propos qui lui ont été attribués, il n'en est rien du tout. Bon, de ce que moi j'ai lu, peut-être vous donnez une autre version, mais de ce que moi j'ai lu, justement, il se plaignait de ce que lui qui se plaignait auprès de qui serait un peu plus jeune que certaines personnes. Pourquoi lui est-ce qu'il irait en deuxième section? Vous voyez un peu, donc il y a justement certaines personnes qui remettent en question tous ces décrets parce qu'ils disent que le chef de l'État ne peut pas, étant à l'extérieur, signer des décrets. Ils ont oublié qu'il a toujours fait. C'est ça qui est dommage. Hein, c'est qui est dommage. Depuis 43 ans, c'est pas la première fois. Pourquoi ce n'est pas normal? C'est normal qu'à Genève et l'institution l'institution présidentielle. Bon, de fait que, bon, de toute façon, c'est un rituel. Mais l'institution présidentielle n'est pas démocratique. Elle est seulement pour dire que on comprend en réalité que le Cameroun, c'est M. Biya. C'est-à-dire que lorsque M. Biya est à Genève, c'est tout le Cameroun qui est à Genève. Quand on me fait à Yaoundé, quelqu'un est à Genève. Dans une pièce, c'est pas le débat du jour, mais c'est discutable. C'est un débat qui mérite d'être posé sur la table. Oui, on est sur la place. Pour chuter, j'aimerais simplement. C'est une personne qui parle. J'aimerais simplement qu'on m'explique ce que c'est que les cours séjours privés, les cours séjours privés. Parce qu'en réalité, nous sommes là dans un vide total, un vide juridique total. Si on avait expliqué, n'est-ce pas, juridiquement ou constitutionnellement, que le chef de l'État, il peut aller se reposer comme tout travailleur, on comprendrait. Voilà pourquoi je dis également souvent parfois que la communication gouvernementale et même parfois du RDPC me pose parfois souvent un certain problème. Comme celle de Jouvence. Comme celle de Jouvence me pose un problème. RDPC qui gouverne. C'est normal que celle de Jouvence pose problème. C'est normal. D'accord. On va respirer un peu. C'est pour terminer. C'est juste pour terminer en disant simplement que la communication gouvernementale me pose un problème. Parce que le chef de l'État est, pour ma part, un être humain comme tout le monde. Il n'est pas... C'est vrai, on a lui attribué le rôle de jupitérien constitutionnel, mais il est un être humain. S'il est en cours séjour privé pour des raisons médicales, qu'on informe les Camerounais en disant que le chef de l'État est en cours séjour privé pour se faire traiter d'un mal. On comprendra simplement. Ou en cours séjour privé parce qu'il se repose. Non, on ne peut pas dire qu'il est en cours séjour privé parce qu'il se repose et en même temps nous dire qu'il est en train de travailler. Non, il se repose pas, on n'a pas dit qu'il se repose. En cours séjour privé, je veux dire comme le guide a lancé la publication des podcasts, voilà un sujet. Voilà, sur la communication gouvernementale, c'est un bon sujet. Alors, le numéro qui est à l'antenne, qui n'est pas celui qui va permettre à nos amis téléspectateurs de participer. Et très rapidement, on va parler un peu de santé, parce qu'il y a Samuel qui a quelques petits soucis de santé. Est-ce que je ne veux pas dire, non, je n'ai pas. Voilà, vous placez là debout, ce serait bien. C'est un sportif.
c'est un sportif Lema Kouma. Bonsoir Jean-Jacques Zé, on attend le gouvernement et le vice-président. On nous sort les généraux pour nous distraire. Est-ce qu'on nous sort les généraux pour distraire? Les généraux là, quand vous les voyez là. Allez, sachez que le président, je ne peux pas l'affirmer dans tous les cas, et vous dites que RFI est à 0 mètre de Genève. Pourquoi ne pas faire un tour là-bas et laisser ça dit tranquille? Emmanuel, qu'il faut aller interviewer le président là-bas. Jean-Jacques, bonsoir. Quelle honte pour notre pays quand RFI éternue, le Cameroun tous. Sadi René est porte-parole du gouvernement. Le chef de l'État est membre du gouvernement. Point d'interrogation. Quand le président sortait, c'est bien le mandataire, directeur du cabinet civil qui a pris ses responsabilités. Le ministre Anguine vous interpelle par rapport à la déformation de l'information portée à qui de droit. Vous préférez un griotisme de mauvaise loi. C'est Abo qui envoie ce message. Le ministre Anguine vous supplie, vous qui murmurez à l'oreille du président de la République, de lui dire la vérité souvent. C'est ce que le ministre Anguine dit. Bonsoir et bonsoir à tous. Simon Metengue essaie comme d'habitude de lire dans la boule de cristal. Un droit de réponse se déclare comme tel. Il ne se devine pas parce qu'il n'a pas été décliné. Finalement, les sorties de RFI et Jeune Afrique les arrangent quand ils veulent. Il n'y a pas longtemps qu'ils ont reproché l'ingérence et la manipulation de ces organes sur la question des décès. Pourquoi c'est le décret de la nomination du vice-président et celui du gouvernement qui sont faux et pas ceux de la défense? Je suis Guy Sylvestre depuis Moaté là-bas dans la Léquier. On prend rapidement un message pendant que les Makouma s'installent. Suite à la communication du MINCOM sur RFI, le message est clair. Nos médias endogènes n'ont certainement pas une forte portée sur le plan international. Mais la question est celle de la cible. On s'adresse à qui? Donc, aller faire de telles déclarations sur RFI nous permet de comprendre aussi que le monde entier a une oreille particulière sur le Cameroun, notamment sur le plan politique, quand on sait que les vautours veulent prendre le Cameroun en otage. C'est de la stratégie sonore que le MINCOM maîtrise très bien. J'aurais aimé écouter le docteur-colonel Badjek sur ce dossier. Malheureusement, il n'est pas sur le plateau. Il a reçu votre appel. C'est Yves Legrand, depuis le 10e arrêt du côté de Nkwaban, le DPLA. Il a parlé en professionnel en matière de communication. Bonsoir le panel. Félicitations pour le grand ministre de la Communication. C'est le président national de l'ANPC, Amadou Aminou, soutien inconditionnel du président Paul Biya, et on comprend cela. Bon, bienvenue. On te prend juste derrière. Les Makouma, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, merci encore l'amitié que tu me fais cet après-midi en m'invitant sur ton prestigieux plateau avec des dinosaures comme ceci là sur ton plateau pour parler encore de santé pour des personnes qui sont en difficulté. Et nous sommes là pour parler des produits qui redynamisent les organes de base parce que on travaille beaucoup, nous les hommes nous travaillons beaucoup et parfois on a besoin d'être performant, d'être efficace et d'être percutant parce que quand on a fait des bavarder, il faudrait quand on arrive à la maison, que ça se suive. En fait, donc nous sommes là pour parler du produit King Tapé, ce produit-là qui concerne la santé sexuelle des hommes et des femmes. Pour les hommes avec les problèmes de troubles érectiles, les problèmes de faiblesse sexuelle, les problèmes d'éjaculation précoce, les problèmes de reprise lente et même de perte d'appétit sexuel. Et les femmes avec les problèmes de sécheresse vaginale, frigidité, manque d'appétit sexuel et parfois des douleurs ou parfois des blessures lors du rapport sexuel, on leur dit que c'est possible désormais avec le produit King Tapé. Et j'aime toujours le dire, le King Tapé, c'est pas une pommade, c'est pas un produit aphrodisiaque ou encore un produit excitant, c'est un traitement qui va aller réguler vos problèmes de troubles érectiles. Que vous soyez victime de chlamydia, que vous soyez victime de diabète, que vous soyez victime de tension, même d'hypertension, on vous recommande de prendre votre produit King Tapé. Ce produit va donc renforcer votre libido, va renforcer vos performances et même pour des personnes lorsqu'elles sont en érection, elles ne bandent pas elles bandent hyper mou, c'est-à-dire que le monsieur il a l'érection mais pour qu'il ait une pénétration, il faudrait qu'il accompagne son appareil génital avec la main, ce qui n'est pas toujours correct. Même si le monsieur a 80 ans ou bien 60 ans et qu'il a ces problèmes de troubles érectiles, on dit à ce monsieur, cher papa, cher grand frère, dirige-toi simplement du côté de ce plante de vie parce que le produit King Tapé te concerne directement. À côté, Jean-Jacques, nous avons aussi le produit
rhumatox, ce produit-là qui concerne des personnes qui sont victimes d'arthrose, de nerfs sciatiques, de rhumatisme et même de la goutte. Pour des personnes pour des femmes qui ont eu des accouchements difficiles et depuis lors elles ressentent des douleurs au niveau du bas du dos ou bien au niveau de la colonne vertébrale et qu'elles sont obligées de porter des ceintures pour pouvoir se soulager des douleurs, on dit à ces mamans, à ces femmes-là que chère maman, chère femme, venez du côté de chez Plante de Vie, prendre votre produit Rhumatox. Le Rhumatox n'est pas un baume, n'est pas une pommade, encore moins un produit applicable sur les parties dont vous ressentez des douleurs. C'est un produit qui est buvable. Il a ceci de particulier, c'est qu'il renforce le système immunitaire, il renforce le cartilage et il renforce les os pour des personnes qui sont victimes des os qui se rongent ou bien qui s'usent. Pour des personnes qui sont en surpoids et que les os n'arrivent pas à supporter la masse corporelle, on dit à ces personnes-là que le produit Rhumatox vous concerne directement. Et aussi, même si le monsieur ou la maman a fait 5 ans, 20 ans, 15 ans avec le nerf sciatique, avec l'arthrose, avec le rhumatisme, on dit à ces personnes-là, venez prendre votre produit Rhumatox, ce produit qui a ceci de particulier, c'est qu'il va réguler tout ce qu'il y a comme douleur dans votre organisme. Donc, c'est pas sur un endroit précis que vous allez appliquer le produit, vous allez le boire simplement et il va s'occuper de régler tout ce qu'il y a comme douleur dans votre organisme. Il va renforcer votre système immunitaire. Je l'ai toujours dit cela que de manière naturelle, lorsqu'on a atteint un certain âge, de manière naturelle, le système immunitaire commence à s'affaiblir et que c'est normal que lorsqu'on a un certain âge, qu'on ressente des courbatures, on ressente des douleurs musculaires ou des douleurs articulaires. C'est très normal et c'est naturel. D'où le produit Rhumatox, lui vient donc renforcer votre cartilage, il renforce vos os et il renforce votre système immunitaire. Je ne terminerai pas encore sans parler du produit OpenSex, ce produit-là qui a pour rôle principal d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour les messieurs qui sont victimes du petit appareil génital, bien du rétrécissement de l'appareil génital. Nous avons 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Nous avons le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation. Il y a le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. C'est tout le monde qui peut consommer le produit OpenSex. Une fois que la personne sent que l'appareil qu'elle a entre ses jambes n'est pas selon sa convenance, tu te diriges simplement du côté de chez Plante de Vie pour avoir une taille selon ta convenance. Yaoundé, nous sommes situés au quartier Nkondongo, Carrefour, Iptec, à l'immeuble Baïga Center, face Maison du Parti ou Maison de la Femme. Douala, nous sommes situés à la Cité des Palmiers, derrière le lycée de la Cité des Palmiers. Nous sommes aussi à Aquanor, ancien hôtel Madiba, lieu dit église Salem. C'est-à-dire nous sommes entre la pharmacie d'Aquanor et l'ancien hôtel Madiba au niveau de l'église, au niveau de l'école. C'est où nous sommes situés. Donc nous sommes à l'enseigne même de l'église et de l'école. Nous travaillons tous les jours entre 7h et 18h de l'après-midi, même les jours fériés, même le week-end. Donc parler de OpenSex à l'église. L'équipe tapé. Là, on parle de santé. On parle de santé de manière. De santé. Merci Lima Kouma d'être passé par ici. Je crois qu'on a tous noté les coordonnées. Pour ceux qui auraient des soucis, c'est un peu ça la belle ambiance. Du côté d'Aquano, à l'église Salem. Du côté d'Aquano, merci. Notre 5e invité, Bolo Bienvenue, qui est un expert en management territorial. Est-ce qu'il est avec nous? Allô, bonsoir. Anissé, on va au téléphone. Allô, bonsoir. Oui, bon. Est-ce qu'il est avec nous? Bonsoir au téléphone. Allô, bonsoir. Alors, quelques petits soucis avec notre intervenant. On va essayer par une autre ligne pour l'avoir directement, puisqu'il doit participer à cet échange. Justement, parlant d'échange, la thématique est connue. Les municipales arrivent. Le bilan que certains présentent aujourd'hui de la gestion de nos communautés, c'est que ça n'avance pas beaucoup. Est-ce que c'est fondamentalement la faute des moyens qui ne sont pas attribués ou reversés au niveau de ces municipalités, ou alors on peut questionner les profils des élus locaux? On y va, Yvan. Merci Jean-Jacques. Merci pour la parole donnée. Et merci encore une fois de plus de m'avoir invité sur ce plateau pour essayer d'apporter une contribution sur ce sujet très pertinent. Alors, il est important déjà de noter qu'il y a un déficit de connaissances ou d'expertise chez nos dirigeants, chez nos élus locaux. La plupart
sont des anciens administrateurs qui sont venus briguer le poste d'élu local pour se reposer. D'accord, vous gardez la main pour avoir bienvenue et qu'il soit au même niveau que nous. Bienvenue Bolo, et essaye de t'éloigner du téléviseur quand tu appelles, tu écoutes par le téléphone, c'est mieux ainsi. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Jean-Jacques. Oui, bienvenue Bolo, c'est ton prénom, hein, bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir. Expert en management territorial. On commence d'abord par le sujet qui vous a intéressé tout à l'heure. Vous avez tenté de participer également sur la situation du chef de l'État. Je suis président de vous avoir, mais je vous ai finalement. Oui. Si. On t'écoute, bienvenue. Allô, bienvenue. Allons-y. Oui, Jean. Oui, j'étais de disant que la plupart des élus locaux aujourd'hui sont des anciens administrateurs qui sont arrivés, qu'après la retraite sont venus pour se reposer, ils ont pris ça comme un reposoir. Et c'est ce qui fait pour être un élu local, tu dois avoir une formation appropriée. La plupart ne sont pas bien formés et difficile pour eux de donner un rendement quand ils ont manque d'expertise ou de connaissances techniques. C'est pourquoi il faut qu'on reformule concrètement qui et comment cela doit se faire. Et qu'on aille, après des élections, qu'on aille au niveau de la formation concrète de ces élus pour pouvoir avoir une productivité concrète. Parce que on ne peut pas être un élu sans connaître les ODD. Il y a des élus ici, quand on lui parle des ODD, ils ne savent même pas ce que ça signifie. Ils viennent seulement pour applaudir lors des assemblées généraux. Et on ne peut pas être un élu quand on n'est pas proche de la population, avec des histoires de cooptage et autres. Quand on ne connaît pas la souffrance de la population, on ne peut pas véritablement représenter ou bien militer pour l'intérêt général. Dès le moment que nos intérêts personnels sont garantis, ça nous suffit. En fait, c'est toutes ces nuances-là, c'est toutes ces conjugaisons de ces mots qui fait en sorte qu'il est difficile que la population ressente véritablement le travail des élus locaux. Mais néanmoins, il y a des choses qui sont faites, comme ailleurs, il y a des choses qui sont faites. Nous avons des jeunes, tout à l'heure j'ai mentionné un jeune qui a la capacité... Lui n'est pas encore élu. Il n'est pas encore élu. Il fait bien sa campagne. Non. Parlons d'abord de ceux qui sont là, de leurs résultats. Non, j'arrive. C'est pour dire qu'on a des jeunes qui ont le profil, qui sont au contact du peuple, qui ont des aptitudes, qui ont des compétences avérées. Ce sont ces personnes qu'on doit donner certaines responsabilités pour espérer avoir un rendement concret et efficient. On ne peut pas se limiter sur les petites camaraderies et fraternités pour pouvoir définir qui sera X ou qui sera Y. Il est important pour que les Camerounais atteignent un certain niveau, qu'on essaye de redynamiser ou bien de changer la philosophie des politiques publiques. D'accord, vous parlez de ces administrateurs qui ont beaucoup travaillé, comme on dit au quartier. Ils ont beaucoup travaillé, ils sont pratiquement à la retraite et ils viennent prendre des responsabilités au niveau local. Vous parlez également d'un déficit de formation dans certains cas. Samuel Mbonjo, est-ce qu'il faut lier les contre-performances qu'on observe aujourd'hui au niveau de certaines municipalités à un profil problématique? Ça peut être un élément, mais l'élément fondamental, c'est déjà l'environnement même de la gouvernance locale qui est à questionner. Quels que soient les profils qu'on peut avoir dans un environnement pareil, les résultats ne vont pas être différents. Parce que cet environnement, il est caractérisé par quoi? Oui, par l'hypercentralisation de la gouvernance au niveau de Yaoundé, au niveau de la présidence de la République, du Premier ministère, des ministères et les mairies, les CTD ne jouent véritablement pas le rôle qui doit être le leur. Malgré les textes de la décentralisation, malgré tous les états généraux de la décentralisation qui ont été faits en grande pompe avec les lois de 2019, l'État central freine des quatre fers. Pourquoi l'État central freine? C'est par rapport aux ressources. C'est par rapport aux ressources. Et lorsque les ressources ne suivent pas
quels que soient les profils que vous allez avoir, très peu vont réussir à s'en sortir. C'est vrai qu'on va dire qu'il y a la coopération décentralisée qui peut permettre aux collectivités d'aller chercher des financements ailleurs. Mais même jusque-là, il faut parfois pour certains types de financements que l'État central puisse se porter caution sur certains contrats de partenariat. Et vous allez voir que ce n'est pas toujours la chose la plus facile de faire cautionner des gros projets, des CTD, par le gouvernement qui est déjà hyper endetté. C'est pour ça que beaucoup vont penser qu'il y a un échec des opérations de jumelage. Les mains voyagent, ils vont essayer de capter quelque chose, mais il faut que tout cela puisse être validé par les autorités gouvernementales. C'est là où le problème commence. Vous savez, comme tous sont du RDPC, là-bas, c'est comme la grande muette. Ils ne peuvent pas se trahir entre eux. Ça veut dire que vous allez voir les maires du RDPC venir dire que non, c'est même très bien comme le ministère des Finances est venu récupérer les collectes de nos recettes fiscales, de locaux. Donc vous allez comprendre que c'est un paradoxe terrible. Mais c'est comme une secte là-bas. C'est-à-dire, vous voyez des choses qui sont les plus inimaginables, mais des maires RDPC viennent vous dire que non, oyez, c'est même très bien comme le ministère des Finances vient prendre notre argent, parce que nous ne connaissait pas bien gérer. Donc, vous voyez donc que quand un parti politique fonctionne comme ça, il fausse complètement l'environnement du développement. Et ça devient un environnement des copains et des coquins. Et parfois, on ne sait même pas à qui profite le crime. Parce que on pensait, quand on faisait les sciences politiques à l'école, que la politique, c'était pour gouverner la cité. C'était pour promouvoir le développement. C'était pour le bien-être des populations. Mais lorsqu'on est dans un environnement où on se pose des questions comme, mais attends un peu, la politique que les gens s'y font, c'est pour faire quoi finalement? On commence à s'inquiéter, à s'interroger. Et c'est là où tout le problème du Cameroun se pose. On ne sait pas si les gens qui sont là pour le développement, sont là pour le bien-être des populations, sont là pour servir une société qui doit avoir des règles de fonctionnement normal. Mais vous voyez donc que quand l'environnement est faussé, quel que soit celui qu'on va mettre à la tête d'une collectivité territoriale décentralisée, il ne va pas s'en sortir. Et c'est à ce niveau où quand la question est posée comme celle-ci, quel profil, quel que soit le profil, ma réponse est péremptoire. Quel que soit le profil, certains qui aiment le blasphème vont me dire que même si on met Jésus-Christ à la commune de Yabassi, il ne va pas s'en sortir. Je prends la commune de Yabassi chez moi. Donc c'est pour vous dire que c'est hyper difficile. Quand je vois les partis d'opposition se batailler, ils veulent devenir maire, vous allez devenir maire dans quel environnement? Lorsqu'on n'a déjà pas assaini la vision globale de notre pays, on n'a pas assaini les mécanismes de répartition des richesses de la croissance, des fruits de la croissance, des recettes de l'État, du budget de l'État. On n'a pas assaini cette répartition, quel que soit celui qui va être à un poste de bas échelle comme la commune, il sera plombé. C'est son ministre qui va lui taper dessus, c'est son conseil régional qui va taper dessus, c'est même son préfet d'ailleurs, c'est même son préfet qui va le destituer quand il voudra, qui ne va pas valider ses comptes administratifs. Vous allez vous rendre compte que dans un environnement pareil, on ne peut pas aller vers le développement. Donc il est important de revenir sur la table pour refaire les états généraux de la décentralisation. Les textes sont là, mais ils sont seulement désossés. Ils sont dépourvus de toute leur chair. Ils sont dépourvus, les textes sont là. Mais qui bafoue les textes? C'est-à-dire que qui revient même sur l'opérationnalité de ces textes. C'est le pouvoir central. La question du profit n'est pas prioritaire. Il n'est pas prioritaire. Aujourd'hui, c'est d'abord de toiletter cet environnement. De toiletter l'environnement qui fait en sorte que l'élu local n'a pas les moyens d'implémenter une politique, même s'il en a. Maintenant, revenons même sur est-ce qu'il a d'abord une vision, un élu local. Mais quand on voit la manière dont les gens sont cooptés au RDPC pour devenir tête de liste dans une commune, on se pose des questions. C'est le RDPC qui dirige les communes. Mais c'est eux qui ont plus de 300 communes. Vous allez souffrir qu'on va vous prononcer. Voilà, vous allez souffrir qu'on va vous prononcer le RDPC parce que nous sommes sur le terrain en tant que des journalistes. Nous voyons comment c'est l'hyper-centralisation, l'hyper-puissance du RDPC. Ne nous mentons pas. Maintenant, on va questionner donc si le RDPC est tant hyper puissant dans les collectivités territoriales décentralisées, pourquoi donc ça ne marche pas alors que c'est eux qui ont plus de 350
320 116. 316, bon, vous avez, sans compter les communautés urbaines et autres. Donc, ils ont 316, eux seuls. C'est 378. 360. 360 avec les communautés urbaines, puis 14. Donc, vous allez vous rendre compte que si c'est eux qui doivent être la vitrine de ce développement local-là, et ils ont en plus le chef de l'État, qui est président national du RDPC, de leur parti. Ça veut dire que si eux-mêmes qui ont le pouvoir central en position de responsabilité n'arrivent pas à implémenter leur propre politique du RDPC au niveau local, vous pensez que c'est un parti d'opposition ou bien un expert en ingénierie, je ne sais de quoi, qui va prendre la mairie de Yabassi et qui va venir développer Yabassi alors que le pouvoir central a défini la politique de la nation? Non. On ne peut donc pas fonctionner dans un environnement comme ça. L'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir, de le conserver, mais également de tenir compte de ce que la politique, c'est la gouvernance de la société, de la population, pour le bien-être de la population. Il est donc grand temps que le RDPC revienne à l'orthodoxie de la politique qui veut qu'on travaille pour le développement. Et pour le développement, c'est avec quoi? C'est avec des projets de société. Voilà les mairies qui vont arriver là dans quelques mois. Et sont municipales. Les gars n'ont même pas de projet. Ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle une feuille de route ou bien un projet de société. Tout ce qu'ils savent, c'est que RDPC, on va aux élections, tous unis derrière la tête de liste, qui n'a même pas un projet. Ils ne savent même pas comment on doit faire pour développer la agriculture. Avec des élus. On a des élus qui n'ont pas de projet. Leur seul projet, c'est le projet du président Paul Biya. Le projet du président Paul Biya, c'est pour la nation tout entière. À Yabassi, qu'est-ce qu'on a besoin? On doit développer le caoutchouc, on doit développer la patate, on doit développer l'exploitation du sable ou bien de quoi. Le maire qui est là n'a aucun projet par rapport à ça. Il n'a pas présenté un document à ses électeurs pour dire que voici ce que je nourris pour la commune de Bala. Voici ce que je nourris pour la commune de Monatélé. Et c'est là où les données sont faussées complètement. C'est clair, on revient tout à l'heure, Patrick, sur cette question de profil. Est-ce qu'elle est essentielle aujourd'hui, étant donné qu'on a l'impression qu'il y a quand même des mecs qui, dit-on, qui s'en sortent, malgré cet environnement décrit et décrié par Samuel? Écoutez, sur cette question de profil des élus, je voudrais simplement dire que le développement local est à l'image de celui qui a la tête de l'État, c'est-à-dire que le chef de l'État lui-même... Vous n'êtes pas en train de faire ce que Samuel dit tout à l'heure. Le chef de l'État lui-même... on parle de Paul Biya. Oui, je vais revenir, vous allez comprendre. Le chef de l'État lui-même, il a pris le pouvoir en 82 sans véritable projet de société. Sans véritable projet de société, c'est plus tard qu'il a sorti pour le libéralisme communautaire. Donc c'est exactement ce que nos élus locaux font. C'est-à-dire que, d'ailleurs, le copanéliste le rappelait tout à l'heure que la majorité, c'est des anciens travailleurs, des administrateurs, c'est des personnes qui, au soir de leur vie, c'est-à-dire avant peut-être la retraite, se disent que voilà, comme je ne voudrais pas rentrer totalement au village, qu'est-ce que je peux faire? Je retourne donc être maire, oui, une reconversion, être maire, enfin, devenir un élu local sans aucun projet pour le développement. Et en dehors donc de ça, il y a également ce que l'aîné rappelait tout à l'heure, l'environnement global même qui n'est pas propice, n'est-ce pas, pour l'émergence de ce développement local tant escompté. Parce que vous allez voir, dans un État aussi jacobin que le nôtre, aussi centralisé que le nôtre, où il est impossible pour un maire d'implémenter complètement sa politique, pour ceux des rares qui ont des visions, d'implémenter une politique, il y a toujours à la tête de l'État des personnes qui mettent des bâtons dans les roues. Pour peu que ces personnes n'aient pas reçu de rétrocommission ou n'aient pas reçu leur part du gâteau dans le marché. Vous voyez un peu, donc tout ça justement concourt à ne pas favoriser l'émergence des collectivités territoriales décentralisées. En dehors donc de ça également, il faut également rappeler que c'est assez difficile au Cameroun de parler de profil. Parce que comme je l'évoquais tout à l'heure, lorsqu'on dit profil, on dit également, on parle ici de vision de manière globale, de vision. Beaucoup de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui n'ont véritablement pas de vision de développement pour le Cameroun. Et ça, c'est véritablement problématique. Et
tout ça part justement des politiques de cooptation dans le RDPC. Les plis fermés, je me souviens une fois, on en a débattu ici sur votre plateau. Absolument. Hein? Les plis fermés, c'est-à-dire que une personne qui n'a aucune affinité avec la base, qui ne connaît même pas, que la base ne connaît pas, mais parce qu'un pli fermé est venu de Yaoundé, on décide comme ça là que c'est cette personne qui va être la tête de liste pour les élections locales. Comment voulez-vous donc que cette personne qui en réalité ne doit rien à la population qui l'aura élu, mais qui devra tout à ceux qui auront manœuvrer justement pour qu'il devienne tête de liste. Comment voulez-vous que cette personne soit reconnaissante envers la population et travaille pour la population? Cette personne, en réalité, au lieu de servir le peuple, va se servir et servir également ses parents, ses différents parents. Ouais. Donc ça devient un véritable problème. Il faut que ceux qui nous gouvernent, ou alors que la population même d'abord, que la population sache que, au lieu d'aller dans les meetings pour aller chercher les morceaux de savon et les kilos de riz ou de poisson, qu'au lieu donc de demander cela, qu'on demande plutôt des feuilles de route, qu'on demande des projets de société. Qu'est-ce que vous comptez faire si vous êtes élu? Qu'est-ce que vous comptez faire pour le développement de nos... C'est la question qui semble manquer le plus. Lorsqu'on assiste justement à ces processus d'élection des maires, on a très peu de temps pour demander à celui qu'on a sorti de là, qu'est-ce que tu entends faire? Parce que c'est justement ça, au lieu de poser la véritable question, on se contente simplement de faire... Mais on pose les questions là-bas, mon frère. On pose les questions dans les meetings politiques. Les gens viennent lire leur discours, on applaudit, on encense et puis on verse les billets de banque. On dit justement tous unis derrière... Voilà, on pose les questions là-bas, c'est un débat. Tous unis derrière le débat. Et c'est tout un problème, Il faut véritablement qu'on arrête de faire la politique archaïque des années d'indépendance pour véritablement entrer dans une politique qui pense le développement, qui pense le futur. Et il y a un fort impact du politique qui peut avoir un impact négatif sur le développement. Bien entendu, bien entendu. Et ce que je voulais ici ajouter, c'est que on a parlé ici des textes. Les textes du Cameroun sont relativement bons concernant la décentralisation. Les textes de 2019 relatifs à la décentralisation. Le Code général de la décentralisation. Ces textes sont relativement bons, mais il faut savoir les implémenter. On parle ici d'une dotation de 15% minimum. Du budget de l'État minimum. Mais généralement, c'est à peine les 2%, le 1% qu'on envoie. À peine. Et après fusion en plus. En réalité, celui qui contrôle justement donc la manne financière contrôle le pouvoir. C'est-à-dire que vous allez faire une politique d'aplaventrisme auprès de celui qui détient la manne financière pour qu'il vous verse le minimum pour pouvoir gérer votre commune. Et c'est là tout le problème. Et vous allez donc toujours les voir, au lieu donc de servir le peuple, ils servent celui qui a la manne financière, ils servent le parrain. Quelqu'un vous répond, mais je vais profiter pour passer la parole à Simon. Vous dites toujours que les maires RDPC ne travaillent pas. Faux. Le maire de chez moi, Abraham, fait alors comment pour développer le village étant un cacique du RDPC? Les autres sont seulement paresseux et voleurs, nous dit Emmanuel de Yaoundé, qui dit que le maire de Baham, lui, travaille. Il travaille. C'est un militant, c'est bon. Il travaille. Il y a quoi à Baham? Il y a une industrie à Baham. En tout cas, est-ce que c'est il y a une centrale électrique à Baham. Ce soit clair. Est-ce que il y a l'énergie solaire à Baham. La responsabilité. Non, mais il dit que son maire travaille. La parole est à Simon. C'est son maire. Vous n'avez pas pu faire l'évangile ici. La parole est à Simon. L'évangile. Baham que je connais là. Lorsqu'on écoute les uns les autres, on a l'impression que dans le RDPC, on ne pose jamais des questions sur le profil. Jean-Jacques, je crois que beaucoup de personnes utilisent plus leur imagination que la réalité des faits. Et c'est ce qu'on a souvent décrié chez beaucoup de leaders d'opinion et ceux qui prennent la parole publique. C'est-à-dire qu'ils font appel à leur imagination plutôt qu'aux réalités des faits. Il faut noter que quand chaque année, on vote les budgets. Beaucoup ne parlent pas. Beaucoup ne scrutent pas le budget et n'essayent pas d'évaluer par rapport à la demande sociale. C'est ça le problème ici. C'est pour ça qu'on essaie de fleurer le sujet en l'air. Il faut noter que dans les budgets
des CTD, notamment les régions et les communes, le pourcentage, le ratio est de 60-40. Ça veut dire 60 pour l'investissement, 40 pour le fonctionnement. Ce n'est pas l'inverse. C'est l'inverse. Non, c'est au niveau de l'État. Non, c'est au niveau de l'État. Même au niveau de non, c'est l'inverse. Non. Et parfois, ça va tellement pas. En tout cas, hier, j'avais un conseiller municipal qui a dit que c'est le cas et un maire qui ont dit que c'est 35% même. 35% au niveau de l'État, non, au niveau de l'État, donc, c'est des réponses tout à l'heure. Je rappelle ce qui est l'information par les élus hier. Il faut se dire une chose. Il faut se dire une chose. Les mairies du RDPC, les 316 mairies du RDPC, moi je salue globalement tous ceux qui sont à la tête de ces exécutifs parce qu'ils font des mains et des pieds pour faire avancer le développement. Le développement n'est pas ce qu'on raconte sur les plateaux de télévision. Oh, est-ce que tel est développé là-bas, est-ce que tel ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est donc quoi? Le développement est progressif en fonction des moyens qu'on a. Je suis dans un arrondissement comme Lobo. Lobo a 26 villages. Et vous avez 26 villages et le budget de Lobo, je n'atteins pas pratiquement 1 milliard de francs CFA. 26 villages. Vous les répartissez comment? Mais donner 15% à Lobo. Écoutez, oui. Écoutez, attendez. Donner ce Attendez. Il y a pratiquement 6 ministères sur 18, je crois 19, qui sont concernés par les centralisations, qui ont déjà amorcé pratiquement globalement le transfert de ressources. Alors, ce qu'il faut se dire aujourd'hui, notamment le MINTP, ce qu'il faut dire ici aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ces moyens ne sont pas du genre à résoudre tous les problèmes ou globalement les problèmes. Donc, ça se fait progressivement avec des crédits autres. Ce qu'il faut se dire ici aujourd'hui, parce que vous parlez des profils, le profil, c'est ce qui détermine le profil, c'est le peuple souverain. S'il est intégré dans le processus. Il est intégré puisque quand on parle du peuple, allez, le peuple nous écoute. Bienvenue. Bonsoir. Oui, Jean-Jacques. Allez, c'est un plaisir de t'avoir en direct. Vous êtes un expert en management territorial. On est justement sur la question du développement et on interroge les profils. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard des résultats qu'on observe, est-ce qu'on doit prendre en compte l'aspect profil? Merci beaucoup Jean-Jacques pour la question posée. Bonsoir à tous les copanélistes, notamment Simon Metengue, Samuel Bonjour, Yvan Hollande Mollet, Patrick Biébé. Bonsoir aux promoteurs de la chaîne qui monte, Info TV, Monsieur Dieudonné Vin, et félicitations pour le très bon travail que vous faites pour édifier les Camerounais sur des questions d'actualité. Avant de répondre à vos préoccupations, permettez-moi un tout petit peu de revenir sur les questions des unes. Alors, on n'aura pas beaucoup de temps, sinon on va noyer un sujet important. On aura peut-être le temps de parler des unes, mais on est suffisamment avancé dans notre débat pour ne plus faire marche arrière. Ça va pas être avantageux pour ceux qui nous écoutent. Donc, sur la question du développement local, faut-il questionner le profil des élus? Et en d'autres termes, Jean-Jacques, on pourrait simplement dire que dans quelle mesure le profil des élus locaux peut-il constituer un facteur déterminant de la performance et du développement des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun? Et pour répondre à cette question, je pense qu'il y a plusieurs pistes que nous pouvons envisager. La toute première, d'abord, c'est le niveau de compétence et de formation des élus locaux. Les élus doivent être capables de comprendre les enjeux budgétaires, économiques et sociaux, environnementaux de leur collectivité, surtout dans un contexte de budgétisation par programme, avec une gestion axée sur les résultats. Le second point serait la connaissance des réalités locales. Un élu qui ne maîtrise pas les besoins et les potentialités de son territoire ne peut pas être bien placé pour définir des politiques budgétaires adaptées pour développer ce territoire. Donc il faut des élus qui connaissent les réalités locales. Il faut, en troisième position, parler de la capacité à gérer les ressources publiques. Le développement local dépend de la capacité des élus à mobiliser et utiliser efficacement les ressources financières et humaines et même matérielles qui sont mises à leur disposition. Si un élu n'a pas cette formation, il ne peut pas le faire. En quatrième position, on peut parler de la vision et du leadership. Un élu local ne doit pas seulement administrer, il doit être capable de porter une vision de développement de sa communauté. Lorsqu'il porte cette vision de développement de sa communauté, il peut implémenter des projets qui peuvent être menés
pour le bonheur et le bien des populations. En cinquième position, on peut parler de l'intégrité et de la responsabilité. En effet, Jean-Jacques, la transparence, la redevabilité et l'éthique dans la gestion publique constituent des facteurs essentiels de confiance et de performance. Un élu qui ne gère pas les ressources de sa commune avec intégrité, avec responsabilité et avec transparence, il ne va pas bénéficier du soutien de sa population. Et enfin, en sixième lieu, on peut parler de la capacité à travailler avec les autres acteurs. Le développement local n'est pas auto-centré. Il repose sur la collaboration entre les élus, l'administration, les services déconcentrés de l'État, le secteur privé, la société civile et même les populations. Lorsque tous ces ingrédients sont mis en marche et en musique, alors en ce moment, on comprend effectivement que oui, il faut, dans une réflexion de développement qui soit pertinente, il faut que les élus soient formés. Et on doit effectivement questionner le profil de nos élus locaux en ce moment. Cela est d'autant plus pertinent, Jean-Jacques, que lorsqu'on essaie de parcourir un peu la sphère politique de notre pays, on se rend compte que le développement doit partir des territoires. S'il ne part pas des territoires, même sur le plan national, il sera plombé. Donc il faut des élus bien développés, bien formés et surtout capables de mener à bien les politiques dans leur localité. Alors, est-ce qu'on ne va pas avoir des problèmes avec les arbitrages et les choix politiques qui vont chercher dans des équilibres, dans d'autres approches qui parfois ne prennent pas toujours en compte la bonne formation et autres? C'est justement où se pose le problème dans notre pays. Parce que lorsqu'on fait du copinage et que on a une position et on décide de positionner ses amis ou ses petits copains, il y a des réels problèmes. Il faut que les décideurs essayent de partir dans les différentes localités, voir qui est capable d'impulser une politique de développement axée sur les résultats. Tout à l'heure, nous parlions du budget programme. Le budget programme voudrait que, lorsqu'il est implémenté à partir du début d'une année, qu'on ait peut-être un rapport de performance annuel qui permet de voir que dès le début d'année, il y a tel projet qui devait être réalisé en faveur des populations, peut-être une adduction d'eau, peut-être des travaux d'infrastructure routière, peut-être des tables bandes dans un établissement, et plein de projets comme ça. Si dès le départ, ces projets ne peuvent pas être implémentés pour le bonheur de la population, peut-être par un élu qui a une autre vision autre que celle de promouvoir le développement de sa localité, il y a problème. Voilà pourquoi, sur le débat, Jean-Jacques, il faut appeler à une réflexion un peu plus profonde sur l'aménagement de la règle juridique dans notre pays. En ce moment, la règle juridique est telle que tout le monde peut se présenter, qu'on ait le CEP, qu'on ait un doctorat, qu'on ait un PhD, qu'on n'ait même pas de diplôme, tout le monde peut se présenter. Voilà, qu'on n'ait même rien du tout, tout le monde peut se présenter. Mais il faut voir dans quelle mesure cette loi électorale peut évoluer et peut-être fixer un strict minimum pour que les élus ou alors les personnes qui doivent briguer un certain nombre de postes puissent avoir un certain degré de formation. Cela est très important. Parce que imaginez, Jean-Jacques, si vous avez dans une localité un maire ou un conseiller municipal qui ne connaît pas les réalités budgétaires actuelles, qui ne connaît pas qui a les directives CEMAC, que le Cameroun a adopté au niveau de l'Afrique centrale et le Cameroun s'arrive à ces directives CEMAC, qui ne connaît pas que le budget programme doit être applicable dans toutes les CTD, qui ne connaît pas qu'il y a un logiciel dans les CTD qu'on appelle Simba, qui devrait être mis en vigueur pour une efficacité du budget programme. Si cet élu local ne connaît pas tout ça, comment il va appliquer ça? Voilà toute la difficulté en ce moment. D'accord. Merci pour ce premier passage. Bienvenue Bolo, qui est un expert en management des territoires et qui est un pur produit de la NASLA du côté de Boya. Bonsoir Monsieur Jean-Jacques Zé et à ton riche panel. Je crois que le profil des élus locaux n'est pas une priorité dans la mesure où les maires d'aujourd'hui ne sont pas ceux qu'en tant qu'ils n'avaient pas un profil adapté à la décentralisation et ses implications. Ces maires
se font régulièrement recycler et former. Plusieurs programmes tels que le PNDP, qui a disparu malheureusement, et le plus récent, le Prologue, renforcent les capacités des élus. Dans les rangs de ces élus, nous avons des ingénieurs, comme l'ancien maire d'une petite commune comme Doumentan. Il y a des avocats, comme le maire de Bertois Premier. Il y a des journalistes et bien plus. Donc le problème n'est pas à ce niveau, mais la recentralisation de la décentralisation qui est en train de vider les CTD de leur substance. Jean-Jacques, c'est grâce à ces élus sans formation, entre guillemets, que le développement est plus visible. Il faut davantage renforcer les capacités. C'est Bill Christian Comban, qui est cadre des CTD, qui nous écrit depuis Bertois. Simon, vous avez écouté Bienvenue et Christian Bill qui interviennent sur cette problématique qui finalement est plus profonde qu'on ne le pensait. J'espère que je vais me retrouver dans mes idées. J'étais donc en disant que le profil dont il est question dépend, parce que ce sont des élus. Ce n'est pas un concours, ce sont des élus. Et ces élus-là... L'élection est un concours. Je voudrais dire, oui, un concours, c'est une autre c'est forme. bien présenté, c'est un concours. C'est un concours, c'est une autre forme. Oui. Ce qu'il faut se dire ici aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'un élu doit être celui-là qui est capable de représenter les intérêts de sa localité auprès des scènes de décision, des sphères de décision. C'est de ça dont il est question. Et justement, nous, à ADPC, on fait attention à cela. On fait attention, c'est pour ça qu'on parle toujours de la base et on parle d'une certaine hiérarchisation des choses. Il faut noter ici que dans le choix d'un élu, le choix d'un comment faire pour être candidat au RDPC, contrairement à ce que j'entends, parce que je comprends que les gens ne connaissent pas bien le RDPC, on le voit à l'extérieur, chacun raconte ce qu'il a dit. Il faut noter une chose. Alors, comment ça se passe au RDPC? Outre les aspects légaux, il y a ce qu'on appelle la fiche de... C'est-à-dire que les services rendus. Rendus à qui? Rendus au parti. Et le parti, c'est à la base. Ok. Et donc, de ce fait, ce sont des personnes qui ont une certaine compétence avérée, qui sont populaires. Populaires parce que, au vu de leur ancrage au niveau de leur localité, et justement, ils sont donc capables, aptes à pouvoir porter les problèmes de leur localité. C'est qu'on fabrique au quartier là. Vous avez tué les primaires au RDPC. Non, vous avez fait des universités. Depuis combien de mandats vous avez tué les primaires? Le choix est pourquoi tu dis là, c'est quelle vérité? Vous avez tué les primaires. Quel est le monde de sélection? C'est ça. Laisse la querelle. Non, c'est pas la querelle, c'est la réalité. Sont les faits. Vous ne voulez pas dire ça. La milité ou RDPC pour dire que c'est la réalité. La réalité de quoi? Avec le choc mon CV politique, oui, on n'est pas en train de parler de ça. Très bien la parole quand je parle. Je voudrais dire ceci. L'exemple typique. Combien de mandats vous ne faites plus les primaires? Je voudrais dire ceci. Je parle en question. Depuis combien de mandats vous ne faites plus les primaires? Bolo va nous parler. Mais écoutez, Bolo va donc vous parler. Imposer les gens partout. Non, écoutez, Bolo va avec les investitures. Laissez le populisme là. Mais Bolo va donc vous parler justement. C'est la thématique. Permettez-moi, moi je vous ai suivi. Les profils, c'est ça. Permettez-moi, ne m'embrouillez pas, permettez-moi, je vais restituer la vérité. Il faut noter une chose. Parce que vous parlez de Bolova. Il y a décrit comme quelqu'un qui porte un projet qui est populaire. Non, pas qui porte un projet. Le projet, c'est le parti qui le porte. Pour le développement, le oui. Permettez. Est-ce que je peux? Donc vous avez un projet qu'on adapte à tout le monde. Un parti politique a une vision globale sur un État qui se décline jusqu'au niveau local. C'est ça dont il est question. Vous exécutez cela au niveau local. C'est ça dont il est question. Alors, vous venez ici nous dire que, comme nous, on a choisi le libéralisme communautaire. Ça veut dire qu'on priorise ça marche donc pour les uns et pas pour les autres. Si vous avez la même politique. Quand vous dites, mais écoutez, ça marche à Beauce, ça ne marche pas ailleurs. Écoutez. Oui. Vous ne pouvez pas faire du mimétisme d'une localité à une autre. Il y a des fois vous imposez la même politique. Permettez, non. Quand on dit imposer, on est en train de dire que voici une vision qui est déclinable. On parle de déclinable. Déclinable dans chaque localité, en fonction de son environnement. C'est ça notre question. On vous dit que même à Yos, ou ce soit à Doumentan ou à Lobo, il faut prioriser l'entrepreneuriat privé.
Maintenant, vous voyez l'environnement. Non, ce n'est pas un slogan, c'est des réalités. Et donc, il faut qu'on se dise une chose. Et il faut qu'on ouvre les yeux aux populations. Parce que les populations sont des acteurs très importants à la décentralisation. Donc, il ne faut pas rester dans les pics comme mon frère Mbondio le fait là, c'est-à-dire que vous avez fait ceci, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut se dire une chose, dans la gestion d'un parti politique, il y a une idéologie qui est que le peuple a validée. Parce que quand on vous vote, c'est qu'on vote votre vision. Maintenant, cette vision qui est déclinable, on vous dit, dans les législatives municipales, voilà ce que nous allons faire dans le cadre de l'ossature. Nous allons le décliner comme ça. On vous dit, les routes, voilà ce que nous allons faire. Voilà, au niveau de la santé, voilà ce que nous allons faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on le fait. Maintenant, quand on dit un conseiller municipal, c'est qui? Un conseiller municipal, c'est un maire de sa localité. Parce que lui, il a la charge de recenser. C'est pour ça que chaque début d'année... On connaît bien la théorie. Non, on connaît bien la théorie. Non, il faut qu'on le... Ce n'est pas la théorie. Ce n'est pas... Non. On cherche les résultats. Mais justement, les résultats partent de quoi? Non, les résultats partent d'une démarche. On vous dit donc que vous êtes conseiller municipal, parce qu'on parle de maire, mais un maire c'est un conseiller municipal. On le sait. Vous êtes conseiller municipal de zone 2. Vous recensez les problèmes que les populations ont dans ces villages-là. Vous les portez. Quand on fait le budget, on les insère et on fait la péréquation en fonction des moyens qu'on a. Alors, ça on dit qu'on a avancé. Beaucoup disent qu'on a avancé. Même cette logique n'est plus appliquée aujourd'hui parce qu'on est passé au comité de village. De plus en plus, le conseiller municipal ne porte pas, n'est même pas écouté. Maintenant, on a opté pour le comité de village. Peut-être que nous, on est sur le terrain. Non, le comité de village siège au conseil municipal. Mais justement, la question c'est que le conseiller municipal qui arrive au conseil municipal, comme il n'avait pas le profil, il ne sait pas pourquoi il est là-bas. Je pense que le problème est réel. Non, je n'ai pas fini. Nous laisse parler ici. J'allais dire ceci. Oui. Nous avons un problème réel qu'on veut galvauder. C'est un problème de modicité des moyens. Vous avez 5 ans dans une commune. Vous avez un réseau routier de pratiquement 40 ou 50 km. Oui. Et chaque année, on vous donne 27 millions. Oui. Alors qu'un kilomètre, peut-être de route, c'est peut-être 300 ou 400 millions de francs CFA. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez choisir pour la première année ou la deuxième année, goudronner peut-être une ou deux voies, peut-être 3 km. Ça ne peut pas goudronner. Oui, vous bien viabiliser. Quand vous avez tout volé, les gens vont venir. Non, vous avez tout détourné. Il faut arrêter votre propre il faut qu'on dise les communes, même si on prend le budget de l'État. Oui, on prend d'abord Thomas rapidement. Oui, Thomas, tu peux parler. Merci. Une vision sans action ne compte pas du tout. Thomas Masson, on va aller sur le concret. Est-ce que vous, ça ne vous gêne pas, malgré toutes ces théories-là, qui sont bonnes, la vision du RDP, si elle n'est pas implémentée sur le terrain, pourquoi on ne pose pas la question de profil dans le RDP? Nous sommes en train de dire ceci. Oui. Les profils sont dynamiques. On vous parle même des formations. Quand vous faites... Il y a des sections qui organisent des formations pour les militants et autres. Sont-elles suffisantes? Non, vous avez écouté l'expert. Je voulais dire aussi, à Info TV, le PDG organise des formations. Hein? Parce que l'apprentissage est dynamique. Ce que nous sommes en train de dire ici, c'est quoi? C'est que les uns les autres pensent que il n'y a pas, le développement ne suit pas. D'autres vous disent, le développement suit, mais pas à la vitesse souhaitée. Il y a, on questionne quoi? Oui, vous questionnez le profil, mais je vous dis que oui, les profils, ça peut être une exception, ça peut être aussi, mais le véritable problème, c'est quoi? C'est qu'il y a la modicité des moyens. Et donc, de ce fait,
il faut se dire une Il y a le chose. corps de la décentralisation qu'on tient à Yaoundé. Non, c'est pas un problème de On n'a Yaoundé. pas libéré. C'est pas un problème de Yaoundé, c'est que même au niveau de l'État central, même au niveau de l'État central, c'est le même problème. Vous avez un budget de 8 000 milliards de francs CFA. Quand vous développez ne serait-ce que le tiers ou le dixième du Cameroun, il faut prendre un milliard de quoi? Pourquoi on n'a pas 60 milliards? Le Cameroun n'a pas il ne faut pas, le président avait dit, vous tiendrez toujours le langage de la vérité. Ça veut dire que nous, on doit faire comprendre aux populations que, en réalité, les moyens que les communes ont ne peuvent pas permettre de faire 100% ou 90% des choses. Mais ce qui est fait aujourd'hui, et on voit aujourd'hui que les mairies et les communes avancent. Donc, le temps était dans d'accord. Il y a 10 ans. Ça, c'est la bonne réponse camerounaise. Qu'en 82, est-ce qu'on avait ça? Ça avance. Simon, il n'est pas question de... La question ici n'est pas de défendre fondamentalement. Tu parles de défense. Tu parles de défense ou bien d'exiger que le maire atteigne un rendement de 100%. Mais on veut quand même qu'il fasse des efforts. Quand le président Biya a arrivé au pouvoir en 82, il a parlé de rigueur et moralisation. Le problème fondamental ici, c'est qu'on manque de patriotes. Je suis président du Conseil national des patriotes et civiques. Il y a un manque de civisme et de patriotisme dans l'esprit des Camerounais. Effectivement. Le point focal de l'homme camerounais ou de l'élu local, quand il arrive, c'est pour recharger ses poches. Quand il part investir dans ses campagnes. Non, je vous le dis. Nous vivons, il doit récupérer. Il ne vient pas ici. Même le journaliste. Il ne vient pas ici pour pouvoir. Il ne vient pas ici pour pouvoir veiller au bien-être de la population. Quand vous allez même voir un élu local pour lui soumettre un problème, il vous dit que ce n'est pas vous qui l'avez mis là. Vous voyez que ça devient déficient, ça devient problématique d'avoir des dirigeants qui ne se préoccupent pas de nous. Ils vous disent allez dire à qui vous voulez. Donc avec ça, on n'a pas besoin qu'un dirigeant ou un élu fasse un 200 km de route bitumée pour pouvoir dire qu'il a bien fait ou pas. On connaît les moyens qu'on donne à nos localités. On connaît la capacité ou le moyen qu'il peut faire avec le peu qu'on lui donne. On ne peut pas lui demander de construire un barrage avec un budget de 5 milliards. Impossible. Oui. Mais on veut qu'avec les 5 milliards, qu'il fasse l'effort. Qu'il fasse l'effort. C'est facile de parler. Non, c'est 5 milliards. Certains en ont. Certains en ont. Yaoundé, je ne pense même pas qu'il y a une. Yaoundé premier. Bon, voilà. On n'attend pas qu'avec un budget de 5 milliards, une mairie vienne construire un barrage. Non, on veut qu'avec les 5 milliards, il construise une route, il fait une route secondaire, un établissement et tout. C'est petit chose. C'est à base de ça qu'on va... Parce que la vérité est que le problème des Camerounais, on a un problème fondamental. On a des problèmes primaires. On a un problème de nutrition, on a un problème de santé, d'eau et d'électricité. Si au moins on avait réglé ces basiques là. Je ne pense pas qu'on allait se plaindre autant. Non. Je ne pense pas qu'on allait se plaindre autant. La vérité aussi est que un élu, un maire a la capacité de pouvoir. C'est pour ça qu'on parle de formation. J'ai parlé de formation dans mes propos introductifs. Un maire a la capacité de créer de l'emploi. Pas un emploi direct, mais que les partenaires publics-privés. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir cet intervenant qui insiste au téléphone? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, c'est l'ancien chef du de contrôle au ministère des Finances. Oui. Le problème est simple. Lorsque l'ordonnance 62 a été caduque, caduque de 50 ans, il fallait passer au nouveau régime financier. Et le nouveau régime financier, c'est ça le problème. Il a enlevé le pouvoir du ministère des Finances, qui est le comptable public avec pouvoir séparé de l'ordonnateur. On a donné ça aux ordonnateurs dans le cadre de la déconcentration et de la décentralisation et privé le ministère de faire des contrôles a priori. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il faut revoir tout le régime financier qui ordonne aux ordonnateurs de désigner les comptables matières qui font les contrôles a priori et remettre tout au ministère des Finances, c'est-à-dire son rôle de comptable public avec pouvoir séparer des ordonnateurs. Puis ils sont des techniciens, des juges d'opportunité de la dépense. Je vous remercie.
Merci pour cette intervention très technique qui annonce que ce programme aura forcément un tome 3. Allons-y, Samuel. Jean-Jacques, quand nous venons sur les plateaux comme ça, c'est pour aider l'État, c'est pour aider nos gouvernants, c'est pour montrer des pistes de solutions. Et je connais, Simon est dans son rôle, qu'est-ce qu'il peut bien dire? Non, moi je pense qu'on ne doit pas continuer à faire de la diversion comme ça. Ça fait plus de 40 ans, on est en train de tourner en rond, on est encore en train de parler du développement local au Cameroun depuis 43 ans, de gouvernance du RDPC. Donc c'est pour dire que le problème fondamental, je vous ai parlé d'un environnement qui est complètement inadapté au développement local. Je vous ai dit, même si c'est Jésus-Christ, si vous voulez qu'on place, il ne peut pas s'en sortir dans une collectivité. Ce que vous voyez qui s'en sortent là, qui font semblant de... Oui, maître, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue, maître, on vous écoute. Oui, je salue votre plateau. Je vois mon frère Metengue qui est sur le plateau. Oui, bonsoir. On vous écoute déjà. Bonsoir, Metengue qui est sur le plateau. Bonsoir, maître. Le DP d'arrêt d'info. Oui, alors moi je voudrais participer sur la question qui concerne le profil des élus. Oui. La vérité c'est que nos élus locaux ont un véritable problème, le problème de profil. En réalité, il n'y a pas une concordance entre la personne qui est élue et les missions attendues. Il n'y a pas une concordance. Je souhaite que le Parlement camerounais se penche sur cette problématique. Il faut tout au moins qu'il y ait une loi qui dispose que pour être maire, il faut avoir au moins le bac. Deuxièmement, il faudrait tout au moins que l'élu local sache les missions qui lui sont assignées. Vous ne pouvez pas être un maire sans connaître la fiscalité locale et les finances locales. Vous ne pouvez pas vous en sortir à l'état actuel des choses. Voilà qui est clair. On est en train de préparer le tome 3. Je pourrais placer un mot. Allons-y. L'émission est déjà finie. Vraiment, on a des choses importantes à dire pour aider ce pays. Mais je veux dire rapidement sur le profil que les amis de Mesengue qui sont à Pondengila, ils ont tous les masters 2, les doctorats, des professeurs agrégés, des agrégations. Ils ont pillé la fortune publique, ils ont mal gouverné. Et Paul Biya les a envoyés là, ils sont là aujourd'hui. Je vais donc dire que le profil n'est pas très important lorsque nous avons un environnement qui est invivable, incommode au développement, incommode à la gouvernance locale. Et Simon peut faire ce qu'il fait là, c'est pour nous distraire et nous faire perdre du temps. On ne dit pas la vérité. Ce qu'il faut dire, c'est que ce pays a été gouverné par des gens qui n'avaient pas de licence ni de master, et ce pays se portait bien, des sociétés ont été créées, il y avait au moins un tissu industriel qui existait. On fabriquait les vélos au Cameroun. Quand Abata existait, on avait des entreprises on avait un fleuron, on sait quoi. Non, c'est pour dire que ce n'est pas le diplôme, ce qui est important, c'est la vision. Et c'est l'environnement qui est donné par le décideur central. Le micro est analogue au macro. Le micro c'est quoi? La commune. Le macro c'est quoi? C'est l'État. Lorsque le maire voit comment Yaoundé se comporte, lorsque le maire voit comment les ministres se comportent à Yaoundé, mais il va appliquer la même chose dans sa commune. Les détournements, les délits d'initiés, il va créer des entreprises qui vont gagner les marchés, ses propres marchés, il va se les attribuer avec des copines et des coquins, et ils vont ne pas réaliser les marchés. Voilà les réalités que Metengue ne peut pas dire, parce que le RDPC, on ne parle pas là-bas. On ne parle pas là-bas, ils viennent nous distraire. Et quand nous parlons comme ça, ce n'est pas parce que nous sommes des opposants. Nous parlons parce que nous sommes soucieux du développement de ce pays. Et j'ai été au très haut niveau, cadré dans ce parti. Je ne vais pas rentrer dans mes étiquettes politiques. Mais quand je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère où nous devons dire la vérité aux décideurs, parce que ce n'est même pas au peuple camerounais que nous parlons, c'est aux décideurs que nous savons que vous avez complètement faussé la route du développement, parce que la mairie ne peut pas impulser le développement. Comment est-ce que le budget se prépare? Le budget de l'État se prépare. Il
qui dit le développement doit venir des territoires, c'est le slogan du RDPC. Le développement doit venir des territoires. Est-ce que le budget se prépare à partir des territoires? Est-ce que le budget de l'État se prépare à partir des territoires? Les besoins se préparent à partir des Oh là là, dis donc, faut pas revenir là-dessus. Demandez à tous les délégués départementaux, des ministères, demandez à tous les délégués régionaux, des ministères. Je parle devant la caméra, monsieur. Nous sommes des journalistes. C'est pas venir au Cameroun. Commencez à raconter la faute. Je chute. Je chute en 30 secondes. Si moi laisse-moi parler, tu as parlé, je chute en disant que lorsqu'on a faussé l'algorithme budgétaire en commençant à préparer le budget à Yaoundé et en envoyant cela dans les localités, on a complètement dénudé le développement local. Quelle est la mairie qui prépare son budget et envoie à l'État central? Les budgets de mairie même qui sont préparés, est-ce que c'est en adéquation avec le budget de l'État qui est le budget central? Alors, les ministères envoient les dotations qu'ils ont décidé à Yaoundé, qui ne respectent pas les besoins locaux, les besoins locaux. Patrick, rapidement, cette description, est-ce qu'elle ne fait pas finalement du pauvre maire une pauvre victime d'un système? Non, les maires ne sont pas que des victimes. Les maires, du moins la grande majorité, on vous a dit ici là que... sont les complices. Un parti à 316 communes. 316 communes. Donc, on ne peut pas dire ici que ces maires sont des victimes. Parce qu'en réalité, ce sont également des complices. Tous sont investis. De ce système. Simon Betting vous a dit tout à l'heure que lorsque le budget... de l'État arrive, il est reparti selon la procédure de péréquation en fonction des besoins des mairies et autres. Vous voyez donc qu'il y a justement une opposition entre ce qui devrait se faire et ce que lui dit. Parce qu'en réalité, si on dit que le développement est impulsé par les communes, comment est-ce que donc, selon ce qu'il dit, c'est par péréquation, on décide que bon, telle commune, on lui donne ceci, à telle autre, on lui attribue cela. Vous voyez que ce n'est pas, c'est pas ce qui devrait en principe se passer. C'est les communes qui font leur budget en fonction des besoins des populations. Et ces budgets-là sont donc remontés et justement, on attribue pour pouvoir permettre aux maires de développer leur localité. Je voudrais également ajouter que la majorité des élus locaux que nous avons sont des élus qui, en réalité, n'ont pas, en dehors de la vision, n'ont pas ce patriotisme, justement, ce patriotisme, pour parler comme le co-discutant tout à l'heure, ce patriotisme pour pouvoir, justement, faire la différence entre le militant et l'élu. Parce que vous pouvez être militant, même si vous avez été parrainé. On peut comprendre que dans l'environnement actuel, on a besoin de parrains pour arriver à un niveau. Vous avez eu besoin de parrains, d'accord. Mais dès que vous avez été parrainé, enlevez votre casquette de militant. Soyez dans le maire de tous pour chuter rapidement, s'il te plaît. Il a dit ce qu'on a souvent l'habitude de dire, il y avait quoi avant. Moi qui suis également de Lobo. Peut-être tu ne sais pas que je suis également de Lobo. Je suis également de Lobo. Tu as dit également que le développement est en train d'arriver progressivement. Mais sauf que le Cameroun également évolue dans le temps et progressivement. Il faut donc comprendre qu'en réalité, ce développement que vous dites progressif, il devait forcément arriver à ce niveau-ci. Il devait forcément... Il y a un champ communal à Lobo. Je voulais dire une chose. Je voulais vous parler. Si votre développement c'est au champ communal, le mien, c'est qu'il y a 5 ans, aux hommes 1, aux hommes 2 n'avaient pas le courant. Aujourd'hui, il y a le courant là-bas. Ah bon? Il y a un déjà pas le courant, c'est le Lobo qui a le courant. Aux hommes, je parle d'eau. Je mais moi, je dis que c'est la chose des blancs. Moi, il n'y a pas l'eau en Congo, il n'y a pas l'eau en Congo. Je dis qu'il y a l'eau en Congo. Vous voulez donner ma minute? Non, vous voulez donner ma minute? Il faut pas dire ceci. Les hirondelles du printemps, voilà,
Ils ont des expressions de diversion. Je pense qu'ils peuvent venir blacklister le RDPC aujourd'hui parce qu'ils aspirent à être des candidats de demain. Non, on n'est pas candidat parce qu'on diabolise un parti. On est candidat parce qu'on apporte des éléments concrets pour les populations. Et quand on est militant, on est de son parti. On n'entend pas n'importe quoi. Tel que si vous étiez militant, vous devez l'assumer, mais vous n'assumez pas ça. Moi, j'ai abandonné le militant. Alors, je voudrais dire que les maires des 316 communes, dans des contextes difficiles, ont mouillé le maillot. Et les bilans, même Yabassi a mouillé le maillot. Parce que même Yabassi dont vous parlez là, vous venez le saquer ici parce qu'il n'y a pas une personne pour vous répondre concrètement. C'est ça ce que vous faites. Je voudrais dire que Jean-Jacques, je souhaite que la prochaine fois, inviter un conseiller municipal de Yabassi, il viendrait venir raconter. Contactez-nous pour participer à la série. Je crois que vous cherchez déjà de Yabassi certainement ici à Yaoundé. Boro, bienvenue l'expert. Ce serait bien que vous soyez sur le plateau pour être plus technique. On va engager le tome 3 demain. Le Cameroun était-il prêt pour la décentralisation? On en parle demain. Très bonne soirée à tous.